dame, je la sens tout à fait à côté de moi, je suis tout à fait à côté d'elle, et vraiment, merci. Écoutez, à votre disposition. Merci à vous. En fait. D'autres questions en haut, regarde. En haut. Le monsieur a demandé depuis longtemps. Ah, tu voulais parler? Il marche, là. Il y a en haut aussi, hein. Oui, oui. Là. Vite. Rapidement, je m'associe à vos remerciements. Et je voudrais dire peut-être, si vous changez quelques mots d'arabe pour une langue slave, vous venez nous raconter l'histoire de l'éclatement de la Yougoslavie, à quelques nuances près. Et compte tenu, puisqu'on est ici en France, dans une ville française, compte tenu de l'implication de nos gouvernants, parce que je ne veux pas parler de l'implication de la France, c'est les forces, certaines forces économiques et politiques qui sont au pouvoir en France qui mènent cela. Je ne suis pas très optimiste sur les actions que nous pouvons mener, autres que symboliques, pour arriver à une issue autre que celle qu'a connue la Yougoslavie. Voilà, donc c'est un peu pessimiste, mais merci quand même. Effectivement, c'est ce qui s'est passé à l'éclatement de la Yougoslavie. D'ailleurs, les activistes syriens, égyptiens, tunisiens, ils ont confirmé ceci lors d'un colloque qui a été organisé par Juppé le 8 mai 2011. Et ils ont dit comment ils ont appris à faire la révolution auprès des amis yougoslaves de différents pays. Tout ça avec des bourses payées par les États-Unis. Donc ils l'ont dit clairement, comment ils ont appris à attaquer les villes par les campagnes, comment ils ont appris ça en fait au cours de vraiment des bourses d'études qu'ils ont fait, des stages. Oui. Alors ma question est double. Est-ce que c'est dans la logique de la stratégie du choc? Vous m'avez expliqué rien. Voilà. Est-ce que, donc à qui ça sera le tour après? Oui. La stratégie du chaos plutôt, ouais, effectivement. La stratégie du choc de civilisations. Voilà, exactement. Ouais. Mais on parle du choc des civilisations, mais c'est pas un choc de civilisation, c'est la stratégie du chaos, c'est déstabiliser les pays pour permettre un pillage systématique. Les gens s'entretuent, c'est bon pour la vente d'armes. Et c'est bon pour le lobby d'armement d'un côté, et de l'autre côté, le lobby pétrolier, le lobby des minerais, etc. exploite le pays en paix. Puis c'est tout. C'est exactement le cas en Libye aujourd'hui. Hein. Comment expliquer la mise en place de ces régimes-là qui sont au contraire des régimes bassistes laïques, des régimes qui sont islamistes justement. Ils sont pas. Il y a une contradiction là. Pour des pays comme la France et d'autres pays européens, de défendre la mise en place ou le renversement de régimes qui étaient plutôt pas... Un renversement d'un régime qui est laïque. Quelle est l'idée derrière? En ce moment, il y a tous ces on parle de révolution permanente, on parle des révolutions colorées, tout ça, enfin, du printemps arabe et compagnie. Ouais. Quelle est l'idée derrière? Est-ce qu'il y a une volonté de mettre ces islamistes au pouvoir pour après les pointer du doigt et ensuite... Au nom du choc, du choc pour remplir la stratégie du choc. Ouais, ça rejoint un petit peu ce que notre ami a dit. La révolution permanente, enfin c'est pas une révolution permanente, c'est la déstabilisation permanente, de manière à ce qu'on met au pouvoir des gens que le peuple refuse, donc le peuple continue à se révolter. Regardez le cas de l'Égypte aujourd'hui, ça fait 2 ans l'Égypte n'a absolument pas pu avancer. La Tunisie, c'est pareil, la situation économique est catastrophique, le peuple crève de faim, il ne croit plus à rien. Et c'est exactement ça qu'on veut créer. Après, on vient aider les uns contre les autres. Aujourd'hui, attendez, c'est quelque chose d'assez caricatural. Il y a eu hier un congrès, avant-hier, un congrès qui a été organisé par Fabius, pour la fameuse coalition avec 50 États qui sont les amis de la Syrie, hein, entre guillemets. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Alors cette fameuse coalition qui est montée de toutes pièces, qui n'a absolument aucune assise populaire et aucune présence, qui est rejetée par tout le monde.
parce qu'ils ont vraiment trahi et ils ont signé des accords pratiquement dans lesquels ils démantelaient l'armée syrienne, ils reconnaissent Israël, ils ne demanderont jamais le Golan, ils ne demanderont jamais Alexandrette. Ils passent comment dire, une totale mainmise à Qatar sur l'exploitation du gaz, etc. Et puis, passage de l'eau de la Turquie à Israël à travers la Syrie par des tuyaux qui traversent la Syrie, tout ça. À la fin, ils leur disent, oui, on vous donnera de l'argent si vous combattez la Jabhat al-Nusra. Si la SL combat Jabhat al-Nusra. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ben non, ben c'est eux, ils combattent avec nous. Comment vous voulez qu'on les combatte? Je veux dire, c'est aussi ça, en fait. C'est demander même à leurs alliés des choses impossibles pour continuer à les utiliser. Monsieur, là-bas, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Merci pour votre intervention. Je suis un lecteur du monde diplomatique. Je suis contre l'impérialisme capitaliste et contre les impérialismes, parce qu'il y a plusieurs types d'impérialisme, et chaque pays a son impérialisme. Il y a des médias dominants qui nous imposent une certaine vérité, et on cherche des alternatives. Nous sommes à l'écoute. C'est l'une des raisons pourquoi on est venu. Mais le souci avec votre discours, c'est que aujourd'hui, vous défendez, vous avez un discours pro-Assad, qui est une dictature, qui est une dynastie. Laissez-moi parler, après vous avez pris la parole. Je vais finir. Il y a des lacunes et beaucoup d'adjectifs dans vos mots. Ça vient peut-être du fond de votre cœur, mais on oublie dedans les enjeux géostratégiques sur la Syrie. Il y a plusieurs forces impérialistes qui jouent sur la Syrie aujourd'hui, et comme tous les pays, jouent quelque part. La Syrie aussi a joué au Liban. La Syrie était une force impérialiste en Syrie. La Syrie a soutenu le rébellion kurde. Tout le monde soutient quelqu'un. Ça s'appelle malheureusement réel politique, mais ça existe. Vous, dans votre discours, qui me plaît parce que vous avez un discours différent des médias, mais c'est trop... Quand on parlait avec des étudiants, moi je suis allé, des documents pour moi importants par rapport à 1938, à Alexandrie, pourquoi la Turquie a occupé. Votre approche, c'est ce qu'on enseigne dans les livres de base. Aujourd'hui, vous parlez des pillages de l'industrie syrienne. L'industrie, malheureusement, syrienne n'existe pas. Moi, je suis un spécialiste du textile. Malheureusement, l'industrie textile syrienne a 30-40 années de retard. C'est un brave peuple. Tous les peuples sont braves. Après, vous parlez d'un point stratégique. Tous les pays sont un point stratégique. Le Chypre, c'est un point stratégique. Le Liban est un point stratégique. L'Afghanistan est un point stratégique. L'Iran, c'est un point stratégique. Après, malheureusement, vous parlez de 2006 aussi avec beaucoup d'adjectifs. Bravo à la résistance palestinienne, mais ils ont pris un sacré raflé les Palestiniens, les Libanais. C'était un désastre. Ils ont perdu toute leur infrastructure. Ils n'ont rien gagné. Je vous invite à visiter parce que l'infrastructure n'est toujours pas mise en état. Après, vous dessinez une image comme les médias dominants. Ça veut dire aujourd'hui, Baas et l'armée sont conciliants, ils sont gentils, et il y a des méchants terroristes. Je pense que s'il y a une guerre civile, même s'il y a des gens qui exploitent, il y a un fond de mécontentement très important contre cette dynastie Assad qui est partie de père en fils. Après, quand je parle avec mes amis bourgeois de Damas ou les chrétiens alaouites, eux, ils sont proches parce qu'ils ont peur d'un gouvernement sunnite. D'accord. Donc je vais... D'accord. Oui, pardon. Et vous avez omis aussi, dans votre approche Vous voulez abréger parce qu'on a... Oui, je vais abréger. Il y a des axes importants. Il y a la Russie qui a une base militaire, c'est la seule base militaire à l'attaque, si je ne me trompe pas. Il y a l'axe Syrie-Iran.
Il y a aussi, je n'ai pas nié, oui. Il y a aussi la naissance d'un État kurde qui serait peut-être un État kurde qui va englober le nord d'Irak, la Syrie et le sud-est de la Turquie. Oui. Il y a les enjeux qui changent au niveau Israël et Turquie. La Turquie n'est plus un allié. Excusez-moi, mais c'est certain, certain qu'il y a tout ça. Mais en vous avez eu un discours très pro-Assad et vous avez dit des choses qui m'ont choqué. J'aimerais bien que vous me prouviez, et je serais très content d'apprendre. Vous avez dit Israël annonçait 30 minutes avant l'assassinat d'Hariri, et qu'il y avait des tentes à la frontière. Les tentes à la frontière turque, j'étais en février. Je pense qu'il faut amener des preuves solides, parce que je pense que nous sommes une population qui seront plus à votre écoute. Mais vous avez parlé beaucoup de sentiments des terroristes, etc. Mais il faut amener des preuves plus solides pour qu'on puisse solidariser de votre survie qui est très pro-Assad. Il y a encore beaucoup de questions. Il faut conclure parce que là c'est... Bon, est-ce que... Madame, en définitive... Oui. La question. Excusez-moi, j'avais le micro tout à l'heure. Ça va être très bref ce que je vais vous dire. En définitive, il y a un parallèle à faire entre ce qui se passe dans le monde, la Troisième Guerre mondiale que nous vivons actuellement, qui n'est pas une guerre ouverte, mais une guerre latente. Les gouvernements sont dépouillés de leur pouvoir au profit du capitalisme, et nous avons la suppression de ce pouvoir dans tout le monde entier pour l'organisation du nouvel ordre mondial, et la destruction des nations est faite pour cela. Et en définitive, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de défendre nos nations. Voilà. Je crois qu'il faut quand même insister là-dessus. Nous sommes contre la dictature européenne pour ça. Mais chaque pôle dans le monde a des dictatures à subir et doit défendre ses nations devant cette dictature de l'argent. Voilà. Merci de m'avoir entendu. Alors, pour conclure justement, qu'est-ce qu'on peut imaginer, hein? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dénouement de cette crise syrienne? Comment c'est-à-dire, ils vont s'arrêter faute de combattants? Comment ça va se passer? Comment on peut imaginer une conclusion? Je vais essayer de répondre à cette question. Tout d'abord, j'ai toujours eu une très très grande confiance dans le peuple syrien, c'est-à-dire quand je suis allé à Damas, j'ai vu une manifestation avec 300 000 personnes, c'était 280 000 jeunes de moins de 25 ans. C'était la jeunesse, et en même temps ils dansaient, enfin, c'était assez extraordinaire de voir cette manifestation. Ce qui était aussi extraordinaire, c'était de voir le patriotisme du peuple syrien. C'était donc en 2011, novembre, on n'avait pas atteint le stade où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu, on parle jusqu'à plus de 200 000 djihadistes qui ont pénétré en Syrie de l'extérieur. Ils viennent de tout, y compris d'Afghanistan, de Tchétchénie et d'un peu partout. Monsieur, on vous a laissé parler, si vous voulez bien, je peux parler aussi. Ensuite, le gouvernement, mais pas uniquement le gouvernement, enfin, je dirais même pas, je pense, Bachar el-Assad essaye de faire une politique de rassemblement patriotique. Hein, il essaye de faire une politique de rassemblement patriotique, et si le 28 janvier, chez Fabius, il y avait les collabos, il y a le Dorio syrien, enfin, il y avait tout ça, ils étaient avec Fabius. Il y avait à Genève, le même jour, une partie de l'opposition, mais de l'opposition
qui ne veut pas la guerre civile et qui est patriote, qui ne veut pas l'intervention étrangère non plus. Et la solution, elle est dans la jonction de cette opposition patriote et du gouvernement, enfin des forces qui soutiennent le gouvernement, qui sont majoritaires, et sont manifestement majoritaires, c'est reconnu. Il y a eu, là, tout à l'heure on a parlé, Aïssar a parlé de la Constitution. La Constitution, il y a eu un référendum. Malgré l'état de guerre, il y a une majorité de la population qui a voté, de même qu'il y a une majorité de la population qui a voté pour les députés. Et donc, il y a une possibilité, moi je vois un rassemblement patriotique social qui va, et aussi démocratique, c'est-à-dire qu'en France, on a démoli la souveraineté nationale, on a démoli la souveraineté populaire, on a démoli la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une alternance entre l'UMPS, une fois c'est l'UMP, une fois c'est le PS, mais c'est la même politique maastrichtienne et c'est la même politique antinationale. Et c'est une politique qui se traduit par la dégradation du niveau de vie des Français. En Syrie, il y a une bataille qui se fait pour la souveraineté populaire, pour la souveraineté nationale, pour la démocratie. Et je pense que Bachar el-Assad est un réformateur. C'est pas que je le pense, j'ai suffisamment d'éléments. Il a dit dès le mois d'avril 2011, il a fait un programme. Le programme, il a mis en pratique, c'est ce que Aïssar nous a énuméré, et tout ça c'est vérifiable. Il suffit de lire, d'aller sur Internet. Il ne faut pas lire Le Figaro, Le Monde ou écouter Fabius. Mais si vous avez avec les moyens informatiques actuels, vous avez toute la possibilité de vous renseigner, de voir que ce que je dis et ce que a dit Aïssar, ça correspond à une réalité. Geneviève Blache et moi avons écrit, il y a un mois ou deux, un article où on dit que le combat du peuple syrien, c'est le combat de tous les peuples du monde, et y compris du peuple français. C'est le même combat. Et lorsqu'on dit il y a l'Iran, la Russie, la Chine, le Hezbollah, etc. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on serait en état d'esclavage. On est déjà dans un état où on n'a aucun droit en France. On a le droit de suivre les gens, d'obéir. On est manipulé. La moitié des Français ne votent plus. On est dans une situation catastrophique qui est la conséquence de 60 ans Non mais écoutez, on n'est pas ici pour parler de la politique française. Hein. Moi je veux que les gens réagissent. Je suis venue ici pour entendre madame, pour dire ce qu'elle pense de son pays, c'est tout à fait normal. Mais il faut un débat. Nous sommes ici pour un débat, et il y a à peine 2 personnes encore qui ont parlé. Alors, on n'est pas ici pour faire... Bon, en tout cas, mais je finis, j'en ai pour 2 secondes. Donc, je prétends, pour répondre à votre question, je prétends que la solution en Syrie est une solution qui relève, qui répond aux aspirations populaires et aux aspirations nationales. Ce qui compte, c'est empêcher la démolition des nations, que ce soit ici ou là-bas. Au sujet d'aller donc chercher sur Internet des sources, voilà, parce qu'en fait, pour reprendre ce que disait monsieur, il est très important de sourcer tout ce que l'on peut dire. Donc là, j'entends que c'est une certitude que la majorité des Syriens soutient Bachar el-Assad. Moi, j'en suis convaincue, mais je n'ai aucune source fiable à donner, il n'y a aucun sondage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être clair par rapport à ça? Ensuite, vous avez parlé des accords de Doha tout à l'heure, que je cherche sur Internet, que je ne trouve pas. Ah bah si, mais je peux vous le donner, il est là. Je l'ai là, et imprimé. Et je pense que c'est hyper important, effectivement, dans cette guerre de mensonges, de désinformation. Ah bah bien sûr. Il faut vraiment se battre sur ce terrain-là.
Absolument. D'autres Ah bah oui, il y en a encore deux là, Daniel. Alors, d'abord, oui, je remercie les intervenants pour cette animation, je dirais, enfin, pour ces interventions courageuses. Parce que parler actuellement de la Syrie, parler du Moyen-Orient, je considère que c'est courageux, surtout d'en parler dans les termes dont vous en parlez, quoi. Ensuite, je voulais dire, tout à l'heure, il y a eu un intervenant, là, au tout début de soirée, là, qui avait dû boire beaucoup de café, donc il était légèrement énervé, quoi, et qui a interpellé Claude Beaulieu par rapport à ce qu'il avait dit, sur le fait qu'il avait peut-être mélangé trop de choses et tout. Alors moi, je dirais que Claude Beaulieu, il n'a pas mélangé les choses, simplement les choses sont mélangées. Parler aujourd'hui de l'agression en Syrie, comme parler de la Libye, parler du Mali aujourd'hui, sans parler de la France, je veux dire, c'est compliqué, quoi. Puisqu'on est en plein dedans, puisqu'on a bombardé quand même la Libye, puisqu'on organise une soi-disant révolution en Syrie, puis on voit ce qu'on fait au Mali. Donc je veux dire, à un moment donné, si on ne parle pas de ça, moi j'aimerais bien qu'on n'en parle pas, ça voudrait dire qu'il n'y ait pas la guerre. Dans ce cas-là, on parlerait que de la Syrie, et là on parlerait en termes de tourisme, quoi. On irait faire du tourisme en Syrie, et là ce serait peut-être plus agréable, enfin peut-être plus agréable, oui certainement, quoi. Ensuite, moi je voudrais faire un rappel sur l'histoire, et je me dis que derrière tout ça, on retrouve toujours les mêmes mécanismes. Je reviens à ce que disait tout à l'heure une intervenante en parlant du capitalisme, en parlant de l'argent, quoi. Et c'est au nom de ça, quoi. Actuellement, il se passe ce qui se passe au Moyen-Orient, et notamment dans des pays qui sont progressistes. Comme par hasard, c'est dans tous les pays qui ont quand même une part de progressivité dans ce qu'ils font, qu'on attaque. C'est pas dans les pays purement islamistes, où il y a des lois qui sont bafouées, où les femmes ne sont pas reconnues. On ne touche pas certains pays comme l'Arabie Saoudite, par exemple, on ne touche pas. Pourtant, si on regardait les droits de l'homme en Arabie Saoudite, il y aurait de quoi faire. Merci. Donc, derrière tout ça, si on revient dans les années 1918, si on revient en 40 en France, et derrière ça, il y avait ce qu'on appelait les maîtres des forges, et puis les industries minières qui réglaient tout ça, quoi. C'était pour le fric, c'était les guerres étaient organisées. Actuellement, derrière tout ça, je pense qu'il y a des entreprises comme Areva, qu'il y a des entreprises comme Total, qu'il y a Shell, qu'il y a des entreprises américaines, et c'est ces gens-là qui attendent patiemment qu'on leur prépare le terrain pour venir prendre l'uranium au Mali, pour venir prendre en Syrie d'autres choses, et le gaz, et bien entendu qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait du terrorisme. Parce que le terrorisme, c'est une manne pour ces gens-là, c'est ce qui permet les interventions. Voilà ce que je vous dis. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et il faudrait que peut-être les gens commencent à se poser des questions et à revenir sur ce qui s'est passé, quoi. J'entends parler d'escadrons de la mort. Les escadrons de la mort, ça me fait penser au Nicaragua. Déjà, même méthode, les mêmes choses. Et chaque fois, il faut qu'on se pose des questions. Alors c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Il faut qu'on ait des éléments tangibles pour pouvoir dire aux gens, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, parce que si on part dans le vague, je comprends les interventions, eh ben, on va être démenti et on va être faible. Donc c'est important. Il faut trouver tout ça, et ça c'est la difficulté. Voilà, la question juste que je voulais poser, c'est savoir si par rapport à la Syrie, actuellement, on peut avoir de l'espoir sur une finalité, quoi. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir sur la Syrie actuellement? Où en sommes-nous, voilà. Où en est la Syrie? Est-ce qu'elle va s'en sortir? Ou est-ce que réellement ça va être encore une colonie, quoi. Voilà. C'est la question que je voulais poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, l'échec du plan de destruction, enfin, le plan d'annexion de la Syrie, il est évident que... ah, pardon, je me rapproche du micro. Voilà. Que je pense aujourd'hui, effectivement, que les États qui sont intervenus, les Américains, les Français, etc., accusent réception, je dirais, de l'échec de leur plan. Mais c'est sûr qu'ils n'abandonneront pas. Qu'aujourd'hui, quand je parle d'une unité de la population, d'un ciment qui s'est fait plus fort, et parce que le peuple a pris conscience, effectivement, qu'il y a une agression, alors qu'avant, ils disaient « ouais, ça fait longtemps, on nous parle de complot, mais est-ce qu'on est toujours obligé de supporter la dictature, ne pas accéder à la démocratie à cause des complots, etc. » Bon, là, ils se sont rendus compte, je crois, de la férocité de cette attaque. Hein. Et c'est vrai que face à ça, il y a un ciment qui est très important. Il y a aussi une réalité nouvelle qui s'est forgée sur le terrain. C'est que le peuple n'accepte pas du tout les situations qui étaient avant, c'est-à-dire
d'un État sécuritaire, etc., et où il n'y a pas de respect du citoyen, et donc ils ont pris leur destinée en main, puisque aujourd'hui tout le monde est devenu actif. Tous les citoyens sont devenus actifs, rien que pour se défendre, pour défendre leur maison, leurs enfants, etc. Et ça, c'est une situation, j'allais dire, de peuple en armes et de peuple armé aussi idéologiquement, qui va créer quelque chose de nouveau sur le terrain, une Syrie nouvelle, démocratique, laïque, c'est certain, parce que jusqu'à maintenant, le terme laïcité faisait peut-être peur à certaines franges de la population. Aujourd'hui, après ces tentatives incessantes de créer une guerre confessionnelle, les Syriens sont devenus plus croyants dans la laïcité d'un pouvoir qu'ils doivent construire et dans la démocratie. Et donc, Claude a parlé de l'opposition qui s'est réunie à Genève, qui a été toujours occultée, marginalisée par tous les médias. Bon, cette opposition, elle a effectivement jeté les bases d'un dialogue national et les mêmes étapes, et en fait s'appuyant sur les accords de Genève, c'est-à-dire l'accord de Genève 1 qui était la Russie avec les autres pays, c'est-à-dire arrêt immédiat des violences et dialogue sur la direct des parties de la situation, c'est-à-dire des Syriens uniquement, et non-ingérence, y compris dans le dialogue des forces extérieures, des pays extérieurs, et surtout rejet de tous les intervenants de tous les autres pays, en fait, là, les djihadistes des différents pays. D'ailleurs, je peux dire que le financement s'est arrêté. En fait, le financement des djihadistes a été arrêté, et aujourd'hui, ils sont payés à l'opération. C'est ce qui explique la violence des opérations qu'ils mènent. Et de toute façon, il suffit que les États-Unis exigent du Qatar et de l'Arabie Saoudite, ou demandent à Qatar, disent, ou je peux dire, donnent l'ordre à Qatar et l'Arabie Saoudite d'arrêter, ce sera arrêté. Ça ne veut pas dire que les agressions ne continueront pas. La dernière fois, on a parlé de Hama, comme quoi c'était un massacre de Assad. Hamas a été aussi une insurrection armée, et les dégâts, je dirais, comment dire, les aspects terroristes ont traîné pendant 10 ans. Donc c'est sûr que ce n'est pas dans 2 jours que ça va se terminer. Mais en même temps, je pense que la Syrie a sauvé son unité, et je peux dire il y a l'aspect positif du négatif, c'est donc cette prise de conscience du peuple syrien et sa prise en main de sa destinée. C'est quelque chose d'absolument nouveau, et c'est très bien. Je veux dire, là on peut compter sur le peuple lui-même pour combattre tous ces aspects et construire lui-même sa démocratie. Les interventions, il nous reste à peu près 5 minutes pour 4 interventions, vraiment très courtes, et une réponse globale. Hein. D'accord, bonsoir, et je vous remercie. Vraiment, ça n'a rien à voir avec tout ce que j'avais lu auparavant. Et pour moi, je crois que c'est important de construire des réseaux. C'est-à-dire, je voudrais savoir où est-ce que, s'il existe de moyens de communication un peu alternatifs, où on pourrait se renseigner sur cette autre face de la... Ah, d'accord. De la Syrie, ouais. Oui, je veux simplement répondre à ce monsieur qui veut des preuves tangibles. Malheureusement, nous sommes censurés. Lorsque nous apportons des preuves tangibles à la presse, nous sommes censurés parce que nous ne sommes pas corrects politiquement. Voilà. Et nous sommes très nombreux à être censurés. Après, des sites où on peut... il y a énormément de sites très sérieux, tenus par des Syriens, tenus par des amis de la Syrie qui connaissent très très bien la Syrie. Moi, j'en ai découvert un dernièrement qui est tenu par un ancien militaire français. Je tombais tout à fait par hasard dessus, et qui est vraiment excellent. Ouais. Je vous donnerai après à l'Est de Suez.
qui est très bien. Après, il y a le blog de Jean-Soël Gauvrier en Suisse. Il y a René Sabara. Il y a le site de Silvia Cattori. De Silvia Cattori, qui est excellent. Il y a énormément de sites. Ce sont des gens qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent et qui ont beaucoup de courage, parce que beaucoup de gens... Il faut savoir que Silvia Cattori a été interdite dans la presse suisse parce que... par l'association des femmes juives vaudoises, parce qu'elle a osé soutenir les Palestiniens. Voilà. Mais elle continue. Et elle a été licenciée de la presse suisse. Dépêche-toi, Daniel. Daniel. Dernière intervention. Ah oui, et ici pour Bruno aussi. Donc, bonsoir, j'ai une question pour Madame Bidani. Donc tout simplement, on sait qu'il y a quand même des personnes qui fuient la Syrie pour échapper au combat, des personnes qui vont en Égypte, qui arrivent jusqu'en Italie à Vintimille pour des immigrés. Donc qu'est-ce qu'on pense de ces immigrés en Syrie? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on a des chiffres officiels du point de vue syrien pour dire combien de personnes ont fui le pays? Et surtout, finalement, si on vous écoute, qu'est-ce que fuient ces personnes? Est-ce qu'ils fuient le régime de Bachar el-Assad ou est-ce qu'ils fuient les gens membres de la révolution? Ils fuient une situation de chaos, d'agression permanente, la peur et les agressions contre leur famille, contre leurs biens, etc. C'est une situation de chaos aujourd'hui qui a été créée dans pas mal d'endroits. En Syrie, vous avez vu les différentes villes dans le contour où il y a des grosses difficultés. Vous avez vu comment Alep a été agressée et détruite. Et c'est sûr que les gens qui peuvent partir, ils partent, mais ils partent de manière provisoire. Ça, c'est un point. Le deuxième point, il n'y a pas de statistiques. On a autre chose à s'occuper aujourd'hui que de faire des statistiques des gens qui sont partis. Et d'un autre côté, il y a quand même une volonté de l'État de réhabiliter très rapidement les lieux et les villes qui ont été reprises par l'armée, et appel systématique à toutes les personnes qui sont parties et qui ont fui de revenir à leur maison. Et parce que ça a été réhabilité, il y a très vite les réseaux des égouts, de l'électricité, de l'eau qui sont réhabilités. Et et en même temps, un grand effort qui est fourni par le gouvernement pour assurer le pain et les denrées alimentaires importantes à toute la population, ainsi que le médicament. Je veux dire, il y a un effort intense qui est fait dans ce sens, et c'est un objectif principal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coin où il n'y a pas de pénurie, hein. Ça dépend comment est la situation. Voilà. Oui, bonsoir. Je voulais répondre très, très brièvement concernant les recherches sur Internet, parce que c'est un point qui couvre à peu près toutes les... Comme on dit, c'est transversal. Hein. Bon. En fait, aujourd'hui, on a dans le monde un latin qui s'appelle l'anglais. C'est-à-dire que, alors qu'avant on faisait des recherches en latin, les universitaires communiquaient en latin, aujourd'hui communiquent en anglais. Donc si vous tapez, parce que je viens de le faire à l'instant, c'est pour ça que je peux en parler, si vous tapez Doha Agreement, eh bien vous tombez dessus, tout de suite. Ça prend exactement 30 secondes. Alors après il faut trier parce qu'il y en a pas mal d'accords de Doha, mais enfin bon, à partir du moment où on a la date, on arrive à le trouver. Voilà. Et je vous recommande, quand vous faites, bon alors évidemment vous êtes peut-être tous experts, mais pour quelques personnes qui n'auraient pas cette habitude, avant de poser une question sur Internet, demandez-vous quel terme va, cerner le mieux ce que vous recherchez. À partir de quoi, une fois que vous avez au mieux cerné par le vocabulaire ce que vous allez chercher, et hélas le vocabulaire anglais, vous avez à peu près trouvé 90% de ce que vous cherchez. Voilà, merci. Voilà. Je vais donc embrayer. Excuse-moi. Je crois qu'on va arrêter là. Je suis désolé, il faudrait encore beaucoup de temps. Je vais...